Le nouvel esprit public, Philippe Meyer, bonjour et bonne année. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ce nouvel esprit public enregistré en public à l'école alsacienne pour la première fois de 2025 et, comme nous continuerons à le faire, une fois par mois jusqu'au mois de juillet. Nous remercions toutes celles et tous ceux d'entre vous, nombreux, qui en décembre ont contribué à notre financement. Ils l'ont très souvent fait avec des mots d'encouragement qui nous tonifient et qui nous obligent. L'un d'entre eux, si je veux résumer ces mots, nous a écrit, je cite, « Pris par l'urgence, j'ai viré mon soutien lors d'un arrêt sur une aire d'autoroute. Je n'ai pas eu le temps de vous renouveler mes remerciements pour l'excellence du nouvel esprit public. Des intervenants qui prennent le temps d'approfondir leur sujet sans se couper la parole en permanence est devenu une rareté par les temps qui courent et le signe que tout espoir n'est pas perdu. » Malheureusement, il y a un post-scriptum qui gâche un peu le début, qui dit « Mention spéciale à Jean-Louis Bourlange, dont la profonde culture politique est impressionnante, virgule, il est toujours trop court. » Enfin, quelqu'un qui exprime quelque chose de profond. Je voudrais dire à cette personne que la tentative est punissable à l'égal du crime. Je signale par ailleurs à votre attention, et je remercie les auditeurs très nombreux qui nous ont écrit à la suite de la diffusion la semaine dernière de cette émission thématique sur la social-démocratie et sur le gouvernement de Michel Rocard, émission réalisée avec Michel Vinocq, Laurent Berger et Éric Lombard, devenu depuis ministre des Finances et qui m'a écrit après sa nomination « Il y a des gens qui vont croire qu'il suffit de passer par chez toi pour ». Ça n'est pas tout à fait exact, mais je crois que cette émission mérite d'être écoutée pour ceux qui ne l'ont pas encore écoutée et qu'elle mérite de circuler. Merci de le faire, comme beaucoup d'entre vous ont déjà commencé à le faire. Nous allons donc tenter d'éclairer certains aspects de l'actualité avec Nicolas Bavrez, avocat et essayiste, avec Jean-Louis Bourlange, essayiste et ancien président de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée, avec Béatrice Gibelin, fondatrice de l'Institut français de géopolitique et directrice de la revue Hérodote, et avec Richard Verly, correspondant à Paris du quotidien suisse en ligne, Blick.fr. Pardon. Nous sommes partenaires de l'hebdomadaire Le 1, dont le dernier numéro a pour titre « Le progrès a-t-il encore un avenir ?» Il est ainsi chapeauté « En ce début de l'année 2025, le 1 Hebdo innove en traitant pour la première fois un thème choisi par ses lecteurs parmi une série de 4 propositions que leur a soumises la rédaction. Le sujet pour lequel ils ont opté traduit nos doutes communs face à l'avenir et notre difficulté à nous projeter dans un futur heureux où les conditions de vie seraient nécessairement meilleures. Mais au-delà, il nous met face à notre responsabilité collective de veiller au sens de la marche en poussant pour un progrès qui ne rime pas avec regret. Notre prochain enregistrement public aura lieu dans quelques jours, vendredi, le 17, à l'École de l'air et de l'espace de Salon de Provence, où nous a invité le général commandant l'école, qui a développé un partenariat avec Sciences Po Aix. Les inscriptions sont ouvertes sur notre site et nous nous réjouissons de cette sortie du nouvel esprit public hors les murs. À l'école alsacienne, le prochain enregistrement aura lieu le 16 février. Les inscriptions seront ouvertes le 17 janvier, après que nous aurons enregistré cette émission en public à l'école de l'air et de l'espace. Mercredi, nous mettrons en ligne les échanges que nous allons avoir tout à l'heure avec le public de l'école alsacienne, puis nous retrouverons notre série consacrée à Notre-Dame avec l'ancienne directrice du patrimoine, Maryvonne de Saint-Pulgent. Toutes nos émissions, faut-il le rappeler, font l'objet d'un compte-rendu analytique ou compendium, auquel vous pouvez vous abonner gratuitement. Vous le recevrez dans votre boîte aux lettres de courriel chaque mercredi. Abordons maintenant le premier des 2 sujets que nous avons retenus, celui de l'héritage de Le Pen. Jean-Marie Le Pen, décédé mardi à l'âge de 96 ans, restera celui autour de qui l'extrême droite est sortie de la marginalité électorale où elle était confinée depuis la Seconde Guerre mondiale.
En 1984, aux élections européennes, la liste Front National qu'il conduit réalise un score frôlant les 11%. En 2002, il parvient au second tour de l'élection présidentielle. Le succès de sa rhétorique anti-immigrée va croissant, tandis que la crise économique s'amplifie. On parle de lepénisation des esprits. Si aujourd'hui la domination de Marine Le Pen au sein des catégories populaires est avérée, c'est Jean-Marie Le Pen qui a siphonné le premier l'électorat ouvrier. Dès la présidentielle de 1988, l'universitaire Pascal Perrineau a identifié ce qu'il a appelé le gaucho-lepénisme. En 2011, Jean-Marie Le Pen transmet à sa fille cadette Marine la présidence d'un parti encore encombré d'une image raciste et antisémite. De cet ascendant biologique et politique, Marine Le Pen tente de s'affranchir. La dédiabolisation sera son grand projet, au vif désappointement du vieux chef, qu'elle finit par exclure en 2015. Le Pen perd alors les tréteaux sur lesquels il joue le rôle de sa vie, celui de la profanation. Au moment de sa disparition, l'héritage politique de Jean-Marie Le Pen est double. D'un côté, il reste toujours présent au Front National, devenu Rassemblement National, à travers le nom de famille, Le Pen. Il laisse derrière lui deux héritières, Marine, qui préside le groupe devenu le premier de l'Assemblée nationale depuis la dissolution, avec 121 députés, et Marion, maréchal ex-Le Pen, élu au Parlement européen à la tête de son parti Identité-Liberté. Les thématiques de leur père et grand-père, comme les dangers de la mondialisation et de l'immigration, ainsi que la préférence nationale rebaptisée priorité nationale, restent les clés de voûte du Rassemblement national. Et d'un autre côté, les provocations et l'exaltation de Jean-Marie Le Pen se prolongent davantage depuis la présidentielle de 2022 à travers Éric Zemmour, nouveau représentant électoral et médiatique de l'extrême droite la plus dure. Nicolas Lebourg, historien spécialiste des mouvements liés à cette idéologie, distingue deux laits importants. L'un culturel, je le cite, car le RN reste un parti profondément national populiste en gardant un discours autour d'une France menacée de décadence par des élites faillies. L'autre patrimonial, car aucun des députés frontistes ne pourrait être à cette place aujourd'hui si Jean-Marie Le Pen n'avait pas œuvré pendant des décennies pour sortir l'extrême droite du désert. Peut-être aussi faut-il rappeler que Jean-Marie Le Pen a œuvré avec l'aide de François Mitterrand en 1986 en établissant la proportionnelle aux élections afin de mettre la droite classique dans une situation difficile. Virginie Martin, politologue, enseignante-chercheuse à Kids Business School, observe que si Jean-Marie Le Pen n'était pas un grand théoricien du politique, pas plus qu'il n'était un grand idéologue politique, il a gagné la bataille culturelle sur la question de l'immigration comme sur celle de la sécurité. J'ajouterais à moins qu'il n'ait été que le visage et la grande gueule d'une évolution des opinions à l'œuvre dans toute l'Europe. Sur cette question, Nicolas Bavrez. C'est vrai que Jean-Marie Le Pen, c'est un pan de l'histoire politique de la France. C'était le dernier rescapé des députés de la 4e République, puisqu'il avait été élu pour la première fois en 1956 sous l'étiquette Poujade. Et ce qui frappe effectivement, c'est ce paradoxe. Il a ressuscité l'extrême droite en France, ce qui paraissait une mission impossible après Vichy, l'OAS, la guerre d'Algérie. Ces idées, comme on l'a dit, notamment sur l'immigration et la sécurité, sont maintenant au cœur, voire au premier rang des préoccupations des Français. Et le nom de Le Pen est devenu une marque dans la politique française. Mais ce qui frappe, c'est en réalité, en dehors d'Éric Zemmour, la froideur des propos qui ont accompagné sa disparition dans son propre camp, et notamment le choix qu'a fait sa fille d'être sur un registre purement personnel de la disparition de son père et de n'aborder à aucun moment, de ne faire aucun commentaire politique, alors que, je dis, ce que je viens de rappeler fait que, en tout cas, c'est autour de Le Pen et encore aujourd'hui autour de son nom que l'extrême droite est devenue la première force politique de la France. Et je crois que tout le paradoxe est là-dedans. C'est-à-dire que quand on regarde ce destin qui est un destin effectivement hors du commun, y compris dans ses excès et ses outrances, on s'aperçoit que finalement c'est la vie d'un aventurier et qu'il a toujours préféré la virtu personnelle, la mise en avant, la rhétorique
à un travail politique de fond sur les idées, dont il a beaucoup varié, ou sur l'organisation de son parti. D'une certaine manière, il n'a jamais été meilleur que dans les schismes à répétition de l'extrême droite. Et le point culminant de sa carrière, et de ce point de vue-là très symbolique, c'est donc le 21 avril 2022, il accède contre toute attente au deuxième tour de l'élection présidentielle. En même temps, c'est une défaite absolument cuisante, 18% des voix. On a, j'allais dire, le résumé de ce que représente, de ce point de vue, Jean-Marie Le Pen. Donc, incontestablement, il a eu des intuitions qui ont été des intuitions très fortes et aujourd'hui partagées à tort ou à raison par une majorité de Français sur l'immigration, sur le décrochage de la France, sur la mondialisation. Sur la stratégie, il a vu deux choses. C'est l'espace politique qu'ouvrait la victoire de la gauche en 81 et la faiblesse du leadership, la faiblesse politique et programmatique de la droite dite de gouvernement. Et c'est là-dedans qu'il a engouffré la croissance et qu'il a construit le développement de l'extrême droite. Mais par ailleurs, on voit il a lui-même été, j'allais dire, le meilleur antidote à cette croissance de l'extrême droite par à la fois des propos, des positions extrêmement archaïques, extrêmement outrancières et clairement inacceptables. Donc on peut s'interroger, et je pense que sa fille est différente, mais sur Le Pen, il n'y a pas de doute. Il était clairement antisémite, il était clairement raciste, il était clairement, et il l'assumait, anti-gaulliste, il était négationniste des crimes nazis, et il était nostalgique de l'Algérie française. Ce qui fait quand même beaucoup pour le même. Et du coup, c'est ça un peu le legs contradictoire, c'est que ça a été rappelé, sans Le Pen, peut-être que l'extrême droite française, en tout cas, elle n'aurait pas le visage qu'elle a aujourd'hui. Mais sans Le Pen, en fait, l'extrême droite française serait peut-être et sans doute déjà parvenue au pouvoir. Quand vous regardez notre pays, la surprise, c'est de voir que nous avions absolument toutes les pathologies qui font que normalement le populisme doit arriver au pouvoir. C'est vrai en termes de décrochage économique, de paupérisation, c'est vrai en termes d'effondrement du système politique, c'est vrai en termes de déconsidération des élites, et c'est vrai donc sur l'affaiblissement de la position diplomatique et extérieure. En réalité, l'extrême droite, sous des formes diverses, elle est arrivée au pouvoir aux États-Unis, on va en parler. Elle est arrivée, en tout cas le populisme avec Boris Johnson et le Brexit a gagné au Royaume-Uni. On a la Hongrie de Orban, on a l'Italie de Meloni. Et pour l'instant, en face, on l'a encore vu en juin dernier, il y a une espèce de plafond de verre. Normalement, quand on regarde le premier tour des élections législatives, le RN arrive au pouvoir et il peut pas en être autrement. Et pourtant, comme vous le savez, le deuxième tour a renversé les choses. Et je pense que dans ce plafond de verre, Le Pen est extrêmement important pour deux raisons. D'abord, précisément ce nom, et derrière ce nom, un certain nombre, ce qu'on a dit sur sa fille ne partage peut-être pas ses idées, mais le marqueur antisémite, raciste, négationniste, celui-là, il reste profondément ancré. Et ce qui est intéressant, c'est que ça ne vaut pas seulement chez nous, ça vaut en Europe, où c'est quand même, alors même qu'on a un mouvement clair de montée des forces autoritaires ou populistes d'extrême droite en Europe, on voit que le RN, y compris au Parlement, reste avec, j'allais dire, les plus radicaux et ceux qui sont, du coup, en dehors du système, à l'extrême droite de l'extrême droite. Donc, voilà un peu le tableau, et c'est pour ça que Le Pen, pour moi, c'est l'homme de la renaissance de l'extrême droite en France, mais c'est peut-être aussi sa malédiction. Et la question qui se pose, c'est, maintenant qu'il a disparu, est-ce que ce surplomb élevé, est-ce que ça va faciliter l'accession au pouvoir de l'extrême droite, qui reste très, très forte, ou est-ce que le surplomb de ce nom et de ce qu'il charrie va continuer à être un frein et à cette arrivée au pouvoir de l'extrême droite en France? Béatrice Gibelin. Oui, je dois dire que je partage presque pour une fois ce que vient de dire Nicolas Bavrez quant au paradoxe. C'est-à-dire que les positions extrêmes de Le Pen, ses outrances, ses provocations, ont été suffisamment
forte pour souder contre lui la classe politique française, qu'elle soit de droite, de gauche. Il en faisait trop et on ne pouvait pas le suivre là-dedans. Et que d'une certaine façon, il a permis ce qu'on appelait le Front républicain de fonctionner en étant cet épouvantail du rafour crématoire, le point de détail de l'histoire à propos, effectivement, de la mort des 6 millions de Juifs. Est-ce qu'ils ont même été 6 millions? On n'en est pas sûr. Enfin, voilà, des choses pareilles qui faisaient que c'était impossible. Ceci étant, Philippe a rappelé qu'il était un très très faible petit parti et en 74 il fait moins de 200 000 voix, c'est-à-dire c'est vraiment absolument dérisoire. Même tout le monde pense que c'est mort. Et puis, on arrive aujourd'hui avec 121 députés et une possibilité de plus en plus probable, peut-être d'un succès et qu'on lèverait cette impossibilité d'avoir une extrême droite au pouvoir. C'est sa grande réussite. La grande réussite est d'avoir, parce que Nicolas évoquait les schismes au sein de l'extrême droite, mais il a surtout réussi à fédérer des mouvements qui passaient leur temps à se diviser pour en devenir le leadership, alors que c'est pas lui qui fonde le FN, c'est d'autres qui vont intervenir, et on le choisit parce qu'il a été député, parce qu'il va donner d'une certaine façon une certaine image et que on veut se normaliser et devenir un parti comme les autres. C'est pour ça qu'il est choisi. Mais c'est pas lui le fondateur tel qu'on le dit tout le temps. Et il va s'avérer un très bon tribun, et il a été porté, de mon point de vue, par deux choses. La première, c'est l'arrivée de la gauche au pouvoir, dans une union de la gauche, avec les communistes au pouvoir. Cette présence communiste va hérisser le poil de tout un électorat de droite qui ne le supporte pas. Et c'est ce qui explique la percée de 84 aux européennes, car si vous regardez la géographie électorale de cette percée électorale, elle n'est nullement sur des terres de gauche et ouvrières, elle est dans les beaux quartiers. C'est-à-dire que, en particulier sur la région parisienne, c'est extrêmement frappant. Elle est sur l'ouest de Paris et sur la banlieue ouest, et elle va être dans les beaux quartiers de Lyon, de Mouveau, Croix, dans le nord. C'est véritablement on donne une leçon à la droite qui n'a pas été capable de faire barrage à l'union de la gauche. Ce ne sera plus la même chose en 86. Et Philippe a rappelé qu'effectivement la proportionnelle avait mis 36 députés à l'Assemblée nationale et que Mitterrand les avait bien aidés, incontestablement. Mais je pense que la situation était déjà telle dans les tensions que vivait déjà la Seine-Saint-Denis, par exemple, mais que vivait aussi le Nord-Pas-de-Calais. Un débat que j'avais avec Perrineau dans les années en 86 déjà, qui était, parce que à l'échelle de la région, le Nord-Pas-de-Calais, le Front National ne faisait rien, mais quand vous regardez les choses précisément sur Roubaix, alors le Front National faisait déjà beaucoup, avec une liste en 83 qui s'appelait les Chevaliers Blancs. Et ce qui a aussi, à mon avis, considérablement aidé, c'est l'alliance locale de la droite de gouvernement, l'exemple de Dreux, avec l'extrême droite, Stirbois, qui fait alliance avec le RPR pour pouvoir dégommer Françoise Gaspard, socialiste et lesbienne de surcroît. Donc on avait à ce moment-là un début de tension, et ce sera Aulnay-sous-Bois qui suivra derrière dans des municipales partielles. Et là, c'est sur des terres à ce moment-là, effectivement, dans ces zones-là qui sont des terres déjà de la gauche. Et ça a été, je crois, son grand savoir-faire. Donc pour pouvoir profiter de ce moment d'une faiblesse de la droite et d'un discours dominant à gauche, pour qu'il se fasse entendre. Et le deuxième élément majeur qui explique pourquoi ça s'est nationalisé, ce vote sur l'ensemble de la France, il faut le dire, c'est les attentats qui démarrent en 2001, et puis on aura 2004, 2005, ce sera Madrid, ce sera Londres, puis les attentats que nous aurons en France, qui sont absolument déterminants dans le rejet déjà d'une population française
tendu dans son rapport avec le monde arabe, l'histoire de l'Algérie qui pèse toujours très très lourd, avec une forme de racisme anti-arabe qui s'appelle aujourd'hui racisme musulman, mais c'est pas les Indonésiens qu'on a dans le collimateur. Vous savez tous très bien que c'est la présence d'une population maghrébine en France, centrée dans certains quartiers, même si l'ensemble de la population d'origine maghrébine ne pose aucun problème. La perception qu'en ont les Français est désormais l'idée d'une menace, et la politique actuelle de l'Algérie n'arrange pas les affaires. Richard Verly. Jean-Marie Le Pen peut être vu avec un peu de distance, vu de l'étranger. Je pense, paradoxalement, que ce qui restera, c'est qu'il était la continuité. Il était la continuité avec une France, je rejoins ce que disait Nicolas, avec une France que l'on croyait disparue en 1945, disparue, enterrée, ensevelie, je pense à celle de la collaboration, celle du maréchal Pétain. Or, cette France-là, il en était de facto la continuité. Il était aussi la continuité d'un style de politicien qu'on pensait avoir oublié dans les années 70, 80, 90, qui était le chef de clan, le tribun, l'homme fort. Eh bien, l'homme fort, qui a quand même été la constante des années 30 et la constante de siècles de politique, en quelque sorte, eh bien, Jean-Marie Le Pen, c'était ça. Et Donald Trump aujourd'hui, Viktor Orban, on peut trouver d'autres exemples, ils sont de ce type-là, même s'ils n'ont pas nécessairement les mêmes idées, mais c'est cet homme fort, celui qui est avant tout un chef de bande, et qui est un chef de bande, et là aussi pour moi, autre continuité avec une France qu'on voulait voir révolue, qui est à la tête de réseaux souterrains. Et je peux en parler en ce qui concerne la Suisse. Jean-Marie Le Pen avait su y monter des sociétés avec quelques associés. Il avait su y placer, semble-t-il, des sommes d'argent assez conséquentes. Et d'ailleurs, il y a même eu des poursuites judiciaires qui ont été engagées. Bref, c'était un homme de réseau. C'était un homme qui, je dirais, était à son aise dans une France politique de pouvoir souterrain, et ce qui le rendait d'autant plus influent dans les coulisses du jeu politique. On l'a vu soit sous les socialistes, soit ensuite sous les autres gouvernements. Et c'était aussi la continuité avec une idée qu'on voit ressurgir aujourd'hui, c'est celle de la suprématie de l'Occident, c'est-à-dire de la suprématie des Blancs. Cette idée qu'au fond, quoi que l'on veuille, le blanc, l'Occident chrétien sera toujours supérieur de facto aux autres civilisations et aux autres sociétés qui l'entourent, notamment celles qui sont à proximité, et on pense évidemment à l'Afrique. Je crois qu'il faut voir aussi Le Pen comme ça, c'est-à-dire le voir comme un trublion, comme un personnage excentrique qui était un homme de la marge et qui cultivait la marge. À mon avis, c'est faux. Malheureusement, il ressemblait à une partie de la France qui, pendant un long moment, eh bien, a compris qu'elle avait perdu et refusé d'avouer ses passions tristes. Il était l'homme des passions tristes et morbides d'une certaine France, et sa disparition, quelque part, le légitime et explique peut-être d'ailleurs le fait, vous avez peut-être vu que la presse étrangère était assez critique de la presse française, sur la presse française étant jugée beaucoup trop, entre guillemets, sympathique vis-à-vis de Jean-Marie Le Pen. Ça, c'est le débat qui s'est installé suite à sa disparition. Je pense qu'on ne doit pas faire l'économie de la partie, je dirais, reflet d'une certaine France qu'incarnait Jean-Marie Le Pen de manière exubérante, alors bien évidemment de manière absolument terrible, voyou, on pourrait dire, parce qu'il assumait ce côté voyou. Et puis un dernier mot, je pense que quand même, il faut rendre justice au style Le Pen, c'est-à-dire la défense de ses idées, quoi qu'il en coûte et quelles que soient les circonstances. Ça va paraître bizarre que je dise ça, mais je trouve que avoir des personnalités de ce genre dans un débat politique, moi je me souviens avoir été au congrès du Front National, qui n'était pas encore le Rassemblement National, de mémoire en 2014 ou 2015 à Lyon, ça précédait l'élection présidentielle donc d'Emmanuel Macron en 2017, où il arrive sur scène en boxant, tandis que sont projetées à l'écran des images de tous ces combats, entre guillemets, qu'il a menés. Eh bien, ce pugilat politique, il l'a assumé, avec, à l'époque, un certain courage. Pour toute une partie de la classe médiatique, c'était indécent. Eh bien, je suis désolé de vous le dire, l'indécence à la Le Pen, elle est aujourd'hui au pouvoir dans la puissance la plus importante au monde et dans pas mal de pays. Jean-Louis Bourlanges.
Oui, c'est assez difficile de tirer un bilan de cette personnalité assez brillante et profondément déplaisante. Moi, je voudrais d'abord dire ce que n'est pas Le Pen. La première chose, c'est que ce n'est pas une culture. Ça, l'entretien qu'il a eu avec notre ami Tcheminov est très clair. Je précise, il faut absolument lire ça. Oui. Sur le site de Philosophie Magazine, il y a en accès gratuit un entretien entre Le Pen et Michel Elchaninov sur la littérature et la philosophie. Ce type est creux, mais à tomber dans une profondeur de creux qui est tout à fait extraordinaire. Mais ce qui est intéressant, c'est que cet entretien que signale Jean-Louis est un entretien dont la publication a été préalablement soumise à Le Pen, qui manifestement a donné son autorisation, très content d'apparaître et d'avouer de la manière la plus grossière et la plus cynique qu'il était, mais littérairement limité à l'imparfait du subjonctif, qui tétanisait les journalistes, et philosophiquement limité à 2 ou 3 phrases qu'on trouve dans les pages roses des dictionnaires Larousse. Pardon, Jean-Louis. Non, j'espère que cette intervention sera décomptée de mon temps de parole. Mais c'est vrai que cette affaire est saisissante, et on voit qu'il ne sait rien, il n'a aucune idée de la philosophie, il ne connaît rien à la philosophie allemande. Il dit « Oh, j'aime pas les Allemands, donc j'aime pas la philosophie allemande », pratiquement. Il dit des horreurs surtout, il ne connaît pas plus Descartes, et quand il dérive vers la chanson, et la chanson, on passe assez vite du bel canto à des chansons de salle de garde. Enfin, c'est vraiment cet entretien est la preuve vivante qu'il ne suffit pas d'employer l'imparfait du subjonctif pour être cultivé. La deuxième chose, c'est que ce n'est pas un homme d'alternative. Il n'y a rien dans son héritage historique. Je ferai un sort à part à la nostalgie, notamment algérienne, qui est très importante sur son rapport à l'immigration, mais il n'y a rien qui annonce quelque chose de fort. Par exemple, sur le libéralisme, le Rassemblement national, dans sa phase ultérieure, est profondément antilibéral. Lui, pas du tout. Il est acquis à une sorte de libéralisme de base, de PME. Il n'aime pas évidemment les grands groupes, mais il ne porte absolument pas de critique anticonservatrice ou antilibérale sur le système politique. Sur l'Europe, le Rassemblement national se distingue par une pensée ou une affirmation très constante d'hostilité à la construction européenne. Moi, je me rappelle, j'étais pas encore au Parlement européen, mais eux sont arrivés en 84. Quelle a été la première démarche des députés Front National en 84? Ça a été de dire, oh là là, les autres, ils ont des écharpes tricolores parce que ce sont des élus locaux. Nous, on n'a rien à se mettre quand on va dans les manifestations. Et ils ont exigé l'écharpe bleue étoilée. C'est eux qui ont introduit ce symbole européen qu'ils passent leur vie à condamner depuis. C'est très significatif. En réalité, Le Pen se faisait une idée assez Europe des patries, un peu grosso repas, évidemment, de la bonne époque du Troisième Reich, mais globalement, il n'était pas du tout hostile à un projet d'intégration. Il n'avait aucune idée précise là-dessus. Sur l'immigration, vous n'avez pas d'analyse très forte, ni de ce qui a été après la théorie du grand remplacement, ni de la mise en cause de l'islam en tant que tel. Enfin, il est contre, évidemment, il déteste les musulmans, mais c'est Zemmour qui va faire des critiques de cet ordre très fortement. Lui, il est simplement, pour parler très très clairement et très vulgairement, il est contre les bougnoules, point final. Donc tout ça, c'est quelque chose qui n'existe pas. Troisièmement, ce n'est pas un homme de pouvoir. C'est un homme de spectacle. Certes, il exerce un pouvoir impitoyable sur les siens, c'est-à-dire sur une collection de crétins au début qu'il fait grandir, mais en revanche, il n'aspire pas au pouvoir. Sa grande déception, sa grande désillusion, ça a été d'être second à l'élection présidentielle devant Jospin, parce que ça a fait assurer la réélection de Chirac, alors que son objectif fondamental, qui était dicté par le ressentiment et par la vanité, c'était de faire battre Chirac
par Jospin. Et là, pas de chance, Chirac a été élu après pourtant un septennat assez chaotique, a été élu avec 82% des voix. Donc, mais lui, c'était pas ça son problème. Son problème, c'était d'occuper le terrain médiatique, de faire des bons mots. Et alors là, on voit que sa vraie nature, c'est un mélange de nostalgie, de goût du spectacle, de nostalgie et de provocation. Et là, vraiment, il se donne libre cours parce qu'il sait qu'il fait le buzz, comme on dit. C'est pas autre chose. Et simplement, alors là où c'est intéressant, c'est que sa nostalgie, elle est double, comme il a été dit. Elle est à la fois, sans doute, celle de Vichy, avec lequel, enfin, même au-delà de Vichy, la collaboration, il en met des tonnes avec du rafour crématoire, etc. Mais c'est surtout, à mon avis, l'Algérie française. Il faut quand même voir que en 1958, à peu près 75% des Français sont acquis à l'Algérie française. Les seuls qui soient vraiment hostiles, c'est un intellectuel comme Raymond Aron et les électeurs du Parti communiste français. Et un peu plus quelques éléments progressistes du côté socialiste, mais peu nombreux. Le Parti socialiste est rallié avec Lacoste à une position, et l'autre Lacoste, rassurez-vous, Béatrice, est rallié à une position très très Algérie française. Et c'est là qu'il puise dans l'humiliation, comme on dit maintenant, subie par l'armée française et subie par la France à travers la décolonisation, il puise un levier extraordinaire qui c'est à la fois son antigaullisme viscéral et évidemment son racisme. Alors tout ça forme un cocktail. Alors c'est quelque chose. Alors ce qui est intéressant, c'est que cet esprit quand même qui n'apporte pas grand-chose, sinon un réel talent en revanche. Il parle très bien, il est fortiche. Bon, mais ce qui est intéressant, c'est que ça fait ses petits, puisque maintenant nous avons un parti qui est le premier parti de France, le RN, qui est quand même issu de cette matrice-là, et une candidate, Madame Le Pen, qui est aujourd'hui la candidate principale, celle qui a le plus de chances d'être élue. Je ne dis pas qu'elle sera élue grâce au ciel, et j'espère à quelques hommes et femmes aussi, mais c'est sa postérité. Et alors là, ce qui se passe, et je conclus là-dessus, rassurez-vous, mon cher Philippe, c'est qu'il y a une sorte de création de chiasme. C'est-à-dire qu'au moment où Marine Le Pen fait des efforts constants et globalement réussis pour s'affranchir de ce passé diabolisateur, l'époque, elle, restitue l'opposition aux valeurs, l'opposition au droit, l'opposition à la civilisation, la restauration du racisme, de l'antisémitisme, de l'ensemble de la planète. Et si bien qu'il y a une sorte de construction bizarre, c'est que Marine Le Pen s'éloigne de son père, l'époque se rapproche de son père, il va y avoir un moment, c'est comme entre Lyon et Paris, il y a toujours la Roche-Migène. Il y a un moment où ils vont se retrouver, et je ne sais pas sur quelle base va se faire le point d'équilibre, mais ça m'inquiète. Juste un mot, j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait une espèce de mouvement géologique qui promenait l'extrême droite, qui faisait monter l'extrême droite partout en Europe et même ailleurs. Ça serait donc absurde de chercher un responsable, que ce soit un responsable positif ou un responsable négatif. Mais je crois quand même intéressant de rappeler, comme je l'ai fait tout à l'heure à propos de la proportionnelle, le rôle de François Mitterrand dans l'épanouissement de Jean-Marie Le Pen et des siens en France. Et je mentionnerai la télévision. Vous vous souvenez que les socialistes avaient rendu la télévision indépendante, raison pour laquelle Mitterrand a ordonné à l'heure de vérité de recevoir Jean-Marie Le Pen en toute indépendance, et Franz-Olivier Gisbert avait fait le boulot de l'interrogateur méprisant et qui avait sans aucun doute contribué à la réussite de Jean-Marie Le Pen. Puis juste un souvenir personnel, à un moment donné, je faisais les portraits politiques à France Inter, j'avais reçu Jean-Marie Le Pen, et j'avais commencé, ce que Richard a dit, qui vient en lui disant, Monsieur Le Pen a la préférence nationale, il y a des tas de gens que ça intéresse, mais ils savent pas que pour vous, c'est pas vrai. Vous n'y croyez pas à la préférence nationale. Alors, il m'avait regardé avec un air curieux. Je dis, bah oui, si vous étiez quelqu'un qui croit à la préférence nationale, vous mettriez pas votre argent en Suisse. Et il était absolument furieux. Il m'avait interrompu en disant, Monsieur Meyer, vous allez recevoir du papier bleu et on se retrouvera au tribunal. Je n'ai jamais reçu de papier bleu et on s'est jamais retrouvé au tribunal. Au demeurant, j'avais un peu de biscuit, mais voilà, c'était juste un moment pour dire que
Il y a longtemps. Avoir des biscuits au tribunal, ce qu'on attend longtemps. Je vous propose de passer à notre deuxième sujet, celui de ce qui se passe aux États-Unis, et de nous poser la question de savoir que quand on additionne Trump et Musk, qu'est-ce qu'on obtient ? Avant son investiture le 20 janvier, Donald Trump déclenche les polémiques en affirmant que le Canada est un possible 51e État, en n'excluant pas l'usage de la force pour annexer le Groenland, territoire semi-autonome qui appartient au Danemark, en souhaitant renommer le golfe du Mexique golfe de l'Amérique ou en envisageant que le canal de Panama soit restitué aux États-Unis. Tension en interne également, les États-Unis ont échappé in extremis au risque d'un shutdown, c'est-à-dire d'un arrêt temporaire des activités gouvernementale non essentielle faute de financement de l'État fédéral, en défiant les souhaits de Donald Trump et d'Elon Musk, nouveau perturbateur de la vie politique américaine. Au lieu de voter des législations séparées comme le préféraient les élus républicains, Trump aurait l'intention de faire voter une méga-loi MAGA, Make America Great Again, comprenant ses mesures prioritaires, réforme de la fiscalité, de l'immigration, de la politique énergétique. Le passage de cette loi devrait dominer les premiers mois de son mandat. La question des visas H1B destinés aux travailleurs hautement qualifiés a également déclenché des crispations entre les représentants historiques du mouvement MAGA, souvent nativistes et hostiles à l'immigration, y compris légale, et les néo-MAGA, libéraux et soucieux avant tout d'efficacité. Elon Musk, lui-même né en Afrique du Sud et bénéficiaire de ce visa, a pris fait et cause pour ces visas qui attirent aux États-Unis les ingénieurs les plus talentueux venus du monde entier. Ces tensions se sont calmées après que Trump a choisi son camp en se rangeant auprès de Musk. L'homme le plus riche du monde ne quitte plus Donald Trump depuis la campagne électorale qu'il a contribué à financer à hauteur $250 million. Son installation à la direction du département de l'efficacité gouvernementale, en tandem avec l'entrepreneur anti-woke, climato-sceptique et ultra-conservateur Vivek Ramaswamy, promet elle aussi d'être fracassante. L'inspiration doctrinale est moins celle des libertariens réclamant toujours moins d'État pour restaurer la liberté que celle de la révolution néoconservatrice réganienne. L'objectif affiché est de privatiser l'État fédéral, de le dépecer et in fine de le transformer ou de le faire fonctionner comme une entreprise. Parmi les chantiers du quasi-ministre Musk, des plans de suppression d'emplois massives, une dérégulation tous azimuts et une coupe dans les dépenses publiques de 2000 milliards. Ces sabrages concerneraient l'éducation, les retraites, l'audiovisuel, le planning familial, etc. L'implication du milliardaire américain dans la politique européenne se fait toujours plus nette, comme son soutien aux droites radicales. Fin décembre, Elon Musk a ainsi apporté son soutien clair et sans ambiguïté à Alternative für Deutschland, le parti d'extrême droite allemand, après avoir traité Olaf Scholz d'idiot incapable, et au Royaume-Uni, il réclame de nouvelles élections et offre de financer le parti populiste de Nigel Farage, grand rival des conservateurs et populistes parmi les populistes. Sur cette question, Richard Verly. Alors, comme vous le savez, Philippe, et on en a parlé dans le Nouvel Esprit Public, j'ai passé un peu de temps en fin d'année aux États-Unis sur la... Richard a enregistré avec moi une émission sur ce voyage aux États-Unis en camping-car à la recherche de l'électorat de Donald Trump que nous avons diffusé, non pas dimanche dernier, mais le dimanche précédent. C'est aussi l'objet d'un certain nombre d'articles sur blick.fr quand vous trouvez sur votre ordinateur. Pardon, Richard. Voilà, donc... Rien ne sera déduit de ton temps de parole. Elon Musk et Donald Trump, à quoi aboutit-on ? D'abord, on aboutit à un récit. Et au fond, à un slogan. Et ce slogan, c'est pas « Make America Great Again ». En français, c'est « L'Amérique est la meilleure ». Quoi que vous fassiez, braves gens, l'Amérique sera toujours la meilleure. C'est ça à quoi on aboutit. Et c'est le refrain entonné par Donald Trump et à qui Elon Musk a donné la crédibilité de sa réussite technologique, économique, financière. Et ça, je peux vous dire que pour avoir été sur le terrain pendant près de 2 mois aux États-Unis, je l'avais moi-même négligé, je l'avais sous-estimé, mais Elon Musk a apporté ça à Trump. C'est-à-dire, l'Amérique est forte, ça c'est la partie Trump, et l'Amérique est la meilleure, c'est la partie Musk. Bien évidemment, la meilleure pour ceux qui s'arrêtent à certains faits, qui ne creusent pas tellement, c'est l'Amérique qui va reconquérir la Lune
avant les Chinois, c'est l'Amérique qui va aller sur Mars 3 petits points avant les Chinois, etc., etc. Donc l'Amérique est la meilleure, ça c'est la première réponse au point d'interrogation que vous mettiez à la fin de l'équation, Philippe. Le deuxième élément, c'est un projet, et c'est un projet fondamentalement prédateur pour tous les autres pays. En gros, il n'y a pas d'exception. Il est prédateur parce que l'Amérique doit maintenir son avance technologique à tout prix, donc on va conquérir d'une manière ou d'une autre les terres rares du Groenland, je la fais courte. L'Amérique doit rester la meilleure sur le plan militaire, diplomatique, donc on menace tous les pays alliés que l'on juge fragiles, à commencer par le Royaume-Uni, qui ni plus ni moins est vécu par Donald Trump et Elon Musk comme une colonie américaine. Donc on remet d'aplomb la colonie britannique et on en appelle à la nomination d'un gouverneur général qui ne sera peut-être pas Nigel Farage, parce qu'on comprend qu'Elon Musk et Nigel Farage ont quelques problèmes. Mais bref, il faut que les Anglais rentrent dans le rang. Et enfin, il faut que l'Amérique soit la meilleure sur le plan commercial. Et pour ça, c'est l'arme des tarifs dont tous les économistes disent qu'en réalité, elle sera bien plus compliquée à employer. Mais néanmoins, dans leur esprit à eux, c'est ça. Et enfin, troisième élément, à quoi on aboutit quand on a Donald Trump et Elon Musk? Eh bien, à une forme de guerre civile américaine qui existe déjà. Ce n'est pas une guerre civile entre des États et Washington, en tout cas pas encore, et on espère que ça n'aura pas lieu. C'est une guerre civile contre les élites. Contre les élites, c'est-à-dire qu'il s'agit ni plus ni moins de battre physiquement, financièrement, les élites, c'est-à-dire ces gens qui constituent les bureaucrates, les hauts fonctionnaires, dirait-on en français, de l'administration, ces élus qui sont depuis longtemps assis sur leur siège, tous ces notables intellectuels, professeurs d'université, etc. Ces gens-là sont la cible désignée. C'est une guerre qui est menée contre les élites, et cette guerre, elle est faite bien évidemment de slogans verbaux, mais elle est faite aussi d'identifications précises. Si vous regardez ce que dit Elon Musk, il a une liste, Elon Musk, de tous les gens qu'il veut chasser nommément de la NASA et de l'appareil, disons, militaro-spatial technologique pour s'en emparer. Donc voilà ce que c'est que cette équation. Et le pire, et c'est avec cette leçon que je suis revenu des États-Unis, c'est qu'ils vont avoir des résultats. C'est que cette combinaison Trump-Musk, précisément parce qu'elle allie le cynisme absolu, le talent médiatique, l'autoritarisme de Donald Trump, à l'argent et à la créativité technologique d'Elon Musk, elle va avoir des résultats. Alors, on pourrait terminer en disant, mais et tout ça, ça va se maintenir comment? Eh bien, la réponse est l'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai fait le ménage, dans leur esprit, et notamment dans l'esprit d'Elon Musk, une fois que j'ai fait le ménage, eh bien, je fais gérer le pays par l'intelligence artificielle. Je remplace ces hauts fonctionnaires par des robots technologiques. Et quand je vous le dis, je vous promets, je l'ai entendu, ça. Je remplace tous ces hauts fonctionnaires par des robots relativement sophistiqués et je gère un pays, je gère une Amérique qui de toute manière restera la meilleure parce que j'aurai cassé les rotules, j'aurai cassé les tibias de tous ces concurrents. Hier, on le faisait avec des barres de fer et avec des battes de baseball. Eux, ils le font avec les tarifs commerciaux, ou ils espèrent le faire avec les tarifs commerciaux et les menaces diverses et variées que l'un et l'autre savent employer. Béatrice Gibelin. Bon, après une présentation pareille, je crois que je vais aller me coucher parce que franchement, il n'y a plus rien à espérer, il n'y a plus rien à faire. Bon, alors on va essayer de reprendre un peu à la fois de distance avec tout ça. Ce qui est sûr, c'est que Trump-Musk, ce type d'association, même si les grands entrepreneurs américains ont toujours su se faire entendre du pouvoir politique, ça c'est pas une nouveauté, mais là c'est quand même dans un contexte un peu différent. D'abord parce que effectivement Musk est sans doute l'homme le plus riche pour le moment de la planète. Je crois que sa fortune est supérieure au PIB de l'Afrique du Sud, si je me trompe pas, et que effectivement à l'heure des réseaux sociaux, ça peut avoir des conséquences, et ça aura sans doute des conséquences absolument dramatiques. Alors, pour essayer de pas se déprimer complètement, deux crocodiles dans le même marigot, ça a toujours donné quelques tensions délicates, c'est-à-dire deux égos surdimensionnés
mentionné, avec sans doute des situations qui peuvent être contradictoires. Compte tenu du temps imparti, je vais faire court. Je prends le cas de la Chine. La plus grosse usine Tesla est en Chine, est à Shanghai. Le développement des voitures électriques, on sait, dépend très très fortement du lithium pour les batteries, et ce sont les Chinois qui ont vraiment la main mise de façon très très majoritaire sur le traitement du lithium pour qu'il puisse être utilisé ensuite. Mais c'est plus de 80% de ce dont on a besoin. Or, Trump, lui, de son point de vue, la lutte avec les Chinois, la lutte pour le leadership est sans doute une de ses priorités importantes. Pour Musk, c'est difficile de se fâcher complètement avec les Chinois. Jusqu'où ça peut aller? C'est peut-être là un des débuts de tension qu'on pourrait peut-être avoir. Moi, ce que j'ai du mal à évaluer, c'est véritablement le conservatisme de Musk, qui fut démocrate sous Obama, qui maintenant a un discours très anti-wokisme. Il dit que c'est à cause du wokisme qu'il est devenu républicain. Quel est le fondement de tout ça? Je pense que nous avons là deux personnalités qui sont assez imprévisibles. Alors, Trump est peut-être moins imprévisible que Musk, mais ça sera compliqué d'essayer de voir ce qui pourra se passer. Quant à l'hostilité qu'il peut avoir à l'État fédéral, il a même pas la reconnaissance, j'allais dire, du portefeuille, parce que quand même tout le développement d'une grande partie de ce qui est le champ du spatial, c'est quand même bien grâce aux subventions qu'il a reçues pendant des années par dizaines de milliards de dollars. Et quand, alors c'est sûr, il risque d'obtenir les 60% de tarifs douaniers contre les voitures électriques chinoises pour placer les siennes, d'accord, mais il y aura des ripostes, bien évidemment, de l'autre côté. Ce que je voudrais simplement dire, et je m'arrêterai là, c'est qu'il ne faut pas désespérer sur l'idée qu'il y a des contre-pouvoirs. Et que la société américaine, même si Richard a fait essentiellement son voyage à la recherche de l'électorat de Trump, elle a aussi une opposition, des contradictions, des contre-pouvoirs, des États fédérés qui peuvent aussi réagir et qui ne sont pas rien, et que vouloir supprimer toutes les normes, le fameux ministère Doge dont Musk doit prendre la rivalité, il y a des tas d'entreprises qui vont pas apprécier ce genre de choses et qui ont besoin de normes pour se protéger. Donc, le pire n'est jamais sûr, et vous connaissez mon optimisme fondamental. Nicolas Bavrez. Alors, la question posée, c'était qu'est-ce que l'addition de Donald Trump et de Elon Musk? Eh bien, en fait, c'est Donlon Trusk. Et c'est vrai que c'est une des surprises de cette année 2025. On savait qu'elle serait placée sous le signe de Trump, mais avec sa volonté de puissance et puis son imprévisibilité, on avait sous-estimé ce duo. Et ce qui est spectaculaire, c'est que finalement, on attendait Trump sur protectionnisme et isolationnisme, et avant même son entrée au pouvoir, il est en train de redessiner la carte du monde autour de l'impérialisme, de l'ingérence sur les alliés, et pas du tout du soutien des classes moyennes ou des classes populaires, mais de la réunion d'un club de milliardaires. Et donc, il y a trois chocs qui sont déjà spectaculaires et qui amènent à modérer ce qui vient d'être dit sur les contre-pouvoirs. Donc, premièrement, la demande de grosso modo d'annexion ou de prise de contrôle Canada, Groenland, Panama. Deuxièmement, les interventions de Musk directes au Royaume-Uni, en Allemagne. X vient de publier le congrès de l'AfD, 4 millions de vues, alors que sur le site de l'AfD, c'est 400 000. Donc, ça donne quand même et comme vous le savez, on verra ce qu'il arrive de Faraday, mais il n'est pas impossible que Musk donne à ce parti Reform UK 100 millions de dollars. Je rappelle que tous les dons en 2024 dans la politique britannique, c'est 50 millions de livres. Donc, si jamais ça se fait, ça donne l'idée de la puissance de l'ingérence. Et surtout, c'est là où on doit être modéré sur les contre-pouvoirs, c'est que
toute la big tech qui était démocrate et qui par ailleurs déteste Musk, elle s'est alignée en l'espace de 10 jours. Apple, Meta, Zuckerberg, qui est passé aux règles de régulation Bezos, et Altman, OpenAI. Ils sont tous maintenant derrière ce duo. Alors, qu'est-ce que ça donne ? Ça donne quelque chose qu'on n'a jamais vu. C'est-à-dire que ce qui a été très bien rappelé tout à l'heure, c'est que on a le retour de l'hyperpuissance américaine, comme peut-être d'ailleurs, comme on l'a jamais connu depuis 1945. Mais c'est une hyperpuissance qui est maintenant déconnectée de la démocratie. Ce que nous voyons apparaître, c'est l'union d'un despote, des milliardaires et de la technologie. Et ça, et avec un refus complet le despote, il refuse les contre-pouvoirs, et les milliardaires et la technologie, ils sont destinés à aller aussi loin qu'ils le pourront. Donc, en fait, on a bien des oligarques, et c'est un des points vraiment inquiétants. On a un pouvoir aux États-Unis, je vais y revenir, et c'est vrai aussi sur la politique étrangère, qui commence à avoir une structure poutinienne. La cible prioritaire, comme vous l'avez vu, théoriquement c'était la Chine, mais pour l'instant, quelles sont les cibles ? Uniquement les alliés des États-Unis. Et certains des alliés les plus proches, le Royaume-Uni et le Canada. Et vous voyez que cette structure intellectuelle, c'est la structure intellectuelle de Poutine. C'est-à-dire que Trump est en train de nous expliquer que Panama, Canada, Groenland, il y a un étranger proche de l'Amérique. Et que cet étranger proche, personne n'a le droit d'y toucher. Et que non seulement on n'a pas le droit d'y toucher, mais que on va prendre le contrôle pour être certain que personne ne... C'est un raisonnement de sphère d'influence. C'est un raisonnement... Le refus d'exclure la force quand même vis-à-vis du Groenland, donc du Danemark et de Panama, ce sont quelque chose de spectaculaire. Donc, il n'y a plus de respect de la souveraineté nationale, il n'y a plus de respect des frontières. C'est le monde de Poutine, de Xi, d'Erdogan que reprend à son compte Trump. La dernière chose que je voudrais dire, c'est que avant même l'entrée en fonction, il y a un autre message dont on n'a pas parlé, c'est que c'est le test sur l'Europe. Et donc, Trump, en ciblant le Groenland, teste la réponse de l'Europe. Et la réponse de l'Europe, elle est claire, c'est nul, et donc c'est servez-vous. Les Danois ont dit que ça serait bien de discuter. Oui. Madame Ursula von der Leyen, enfin, Scholz s'est fait insulter sans même répondre. Starmer est paniqué parce qu'effectivement, comme par ailleurs, ce sont des gens intelligents. C'est certain que Musk a tapé avec le scandale sur les réseaux de prostitution pakistanais sur un énorme point faible du système politique et médiatique britannique. Et Madame Kallas, elle a simplement dit que les États-Unis restaient l'allié privilégié de l'Europe. J'ajoute, quand vous regardez ça, que en plus, nos amis insistent sur les divisions, puisque en face de ceux qui sont ciblés, il y a Madame Meloni qui est mise sur un piédestal avec le côté politique, l'union des droites, et le côté business, le contrat Starlink. Donc, voilà la situation dans laquelle on est. Et je terminerai simplement en disant que pour l'Europe, il y a quand même une grande leçon. Et là, malheureusement, les Américains ont raison. C'est que l'idée de l'Europe qu'on va faire la régulation du numérique et de l'IA sans avoir aucun acteur, qu'on va prendre le leadership de la transition écologique alors qu'on n'a aucun acteur industriel et que on va réguler tout ça alors même que on n'existe pas ni sur le plan de l'industrie ni sur le plan de l'innovation. C'est une idée qui est complètement déraisonnable. Et donc, les États-Unis, plus la dépendance en matière de sécurité, vont nous faire payer tout ça au prix fort pendant les 4 ans. Jean-Louis Bourlange. Oui, je crains que tout ce qui a été dit jusqu'à présent soit exact. Le président Zelensky a dit l'autre jour que, avec le président Trump, régnait l'imprévisibilité. Il en tirait une espérance, à savoir que les promesses d'abandon de l'Ukraine ne seraient pas tenues par le président. Alors je crois que Zelensky avait raison. Le président Trump est imprévisible, mais il a tort. Ce qu'il fait actuellement n'avait absolument pas été annoncé comme tel
pendant la campagne présidentielle, et ça va au-delà de tout ce qu'on pouvait craindre. Notre malheur passe notre espérance, comme on dit dans le théâtre classique. Je dois dire que cet excellent journaliste Pierre Aski a formulé, je crois, les choses assez justes en disant, on s'est demandé pendant quelques mois si l'élection de Trump se traduirait par une baisse de la protection américaine sur l'Europe, mais on n'a jamais envisagé que ce serait Trump lui-même qui nous ferait la guerre. Or, c'est quand même très objectivement, comme l'a rappelé d'ailleurs avec de façon un peu vertigineuse Jean-Noël Barrot, c'est quand même ça qui est en cause dans les menaces pesant sur le Groenland et la solidarité que nous avons au titre du traité vis-à-vis du Danemark en cas d'agression d'un État membre. Et l'État membre peut être membre de l'OTAN, l'OTAN ne couvre pas les conflits à l'intérieur des membres de l'OTAN. Donc on est dans une situation véritablement hallucinante. Je pense que ce qui se passe est un choc de première grandeur pour le monde, de première grandeur pour l'Europe et pour la France. C'est le triomphe absolu de la plutocratie. Le conflit d'intérêts n'est pas une anomalie ou une exception, c'est le moteur de la constitution de l'équipe Trump. Les gens qui sont au pouvoir sont des gens qui ont leurs intérêts à défendre, qui ont donc une compétence extraordinaire, des moyens considérables et un permis absolu de faire tout ce qu'ils veulent contre la concurrence. L'état de droit est totalement oublié, ignoré. Le principe de la souveraineté, non seulement l'autodétermination des peuples depuis 1848, mais même l'ordre issu des traités de Westphalie de 1648, c'est-à-dire reconnaissant la souveraineté des États, est totalement bafoué par les États-Unis, comme il l'est par Poutine, par les Chinois et par d'autres. L'État-providence, c'est-à-dire la prise en considération des intérêts des pauvres gens, est totalement ignoré, décrédibilisé d'une façon absolument étonnante. Et l'argument écologique, au moment où Los Angeles brûle dans des conditions effroyables, portant vraiment la dévastation au cœur de l'orgueil américain, on continue de penser que le dérèglement climatique ne doit pas être considéré de façon avec sérieux. Donc on est dans une espèce de négation totale des principes qui ont été les nôtres depuis notamment depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale et l'élimination du nazisme, et plus encore depuis l'élimination de l'Union soviétique. Sur le plan international, géopolitique, on est dans une solidarité totale sur la représentation de ce que doit être un ordre ou un désordre géopolitique entre les États-Unis de Trump et, comme l'a dit Nicolas notamment, mais on pense tous la même chose, et Vladimir Poutine. On est donc dans quelque chose d'absolument terrible. Sur le plan des partis politiques, la chose est claire, les États-Unis, le principal conseiller du président Trump, met en cause des chefs d'État ou de gouvernement régulièrement élus dans des démocraties qui sont indiscutables. La Grande-Bretagne, la plus vieille démocratie parlementaire authentique du monde, la Norvège, l'Allemagne, qui est pas la plus vieille, mais qui est une démocratie parlementaire indiscutable. Tout ça est totalement mis en cause au profit de gens qui sont épouvantables d'extrême droite dans ces différents pays. Donc on est vraiment dans une remise en cause de tout ce qui a été notre construction, la construction à laquelle nous avons adhéré en tant que nation, dans le cadre de l'Union européenne et d'une sécurité collective avec nos alliés américains, fondés sur des principes qui étaient communs, ceux du président Truman, ceux du président Eisenhower, ceux de monsieur George Bush, tout un ensemble de gens qui étaient tout à fait conscients de cela. Alors, on est en face de cela. Et que peut-on faire? Alors, Béatrice a raison de dire que c'est peut-être pas complètement fini. Reconnaissons que Trump n'a eu qu'1,5% de plus de voix que Kamala Harris. Donc c'est pas tout à fait joué. Mais quand on voit ce que nous sommes
on ne peut qu'être inquiet. Nous sommes dans la même situation que celle de Winston Churchill quand il a fait son discours, je crois que c'était le 18 juin, le discours qui est passé à la postérité comme le discours de the finest hour of our history, le discours de la plus belle heure de notre histoire, où Churchill dit la Grande-Bretagne est seule à défendre la civilisation, seule à défendre ce en quoi nous croyons depuis des décennies ou des siècles. Et nous allons faire ce combat tout seul. Et Churchill, avec ce formidable optimisme prophétique qui était le sien, dit « et ce sera la plus belle heure de notre histoire ». Eh bien, nous sommes dans la même situation. Mais est-ce que l'Europe est capable? Est-ce que les États européens ont la moindre volonté de faire quelque chose? Regardez le communiqué que je n'hésite pas à qualifier d'abject de la Commission européenne face à ces menaces, en disant il y a le droit d'être à l'extrême droite, mais où sont nos valeurs? Où est l'engagement qui a été pris par Schuman, par Blum, par Adenauer, par l'ensemble des démocrates chrétiens, des socialistes, des libéraux, puis par le général de Gaulle, au service de valeurs fondamentales? Tout ça est oublié, balayé, ignoré, et nous n'arrivons pas à réagir. Je suis véritablement terriblement angoissé. Je crois que nous sommes effectivement dans la situation décrite par Churchill. Je crains, hélas, que nous n'aurons pas, mais je ne désespère pas d'agir quand même, pas moi, mais que nous agissions. Je ne désespère pas que nous agissions, mais je crois que c'est très difficile. Nous jouons vraiment l'avenir de ce que nous avons de meilleur pour nous et pour nos enfants. Nous sommes arrivés à la dernière étape de notre enregistrement, celui des brèves qui vont devoir être très brèves. Je vais essayer de donner l'exemple en recommandant la lecture du livre d'un personnage qui a un peu disparu à la faveur de la montée d'Elon Musk, le vice-président élu James David Vance. Hillbilly Élégie, disponible en poche, n'est pas l'œuvre d'un styliste ni d'un penseur politique, mais c'est peut-être le livre qu'aurait pu écrire un de ces gilets jaunes qui ne sont pas que l'apanage de la France. D'ailleurs, l'absus significatif de cette lecture, j'avais d'abord écrit Hillbilly Énergie, qui ne sont pas ces gilets jaunes qui ne sont pas que l'apanage de la France, et l'un d'entre eux, si jamais il avait réussi à faire l'école normale, aurait pu écrire ce livre comme Vance a réussi à des études remarquables de droit à Yale. Mais c'est aussi le livre d'un homme qui pourrait être appelé à succéder à Donald Trump avant le terme de son mandat, si l'âge ou surtout si la violence dont il a été par 2 fois rescapé ne venait éliminer celui qui, à maintes reprises, a mis les règles cul par-dessus tête. Richard Verly. Alors, comme je savais qu'on allait parler d'Elon Musk, que j'avais lu sa biographie par Walter Isaacson, je me suis intéressé à un livre publié il y a quelques semaines pour savoir ce que pensait finalement celui qu'on pourrait considérer, avec de gros guillemets, comme le Elon Musk français, c'est-à-dire Xavier Niel. Et j'ai lu ce livre d'entretien avec Jean-Louis Missica qui s'appelle « Une furieuse envie de foutre le bordel » aux éditions Flammarion. Et je le recommande, c'est un livre intéressant sur le parcours de Xavier Niel et surtout, et ça rejoint ce que je disais au début, qu'est-ce qui fait la différence, outre les caractères, la dimension des fortunes, la taille du marché, entre Xavier Niel et Elon Musk? C'est que Xavier Niel n'est pas en guerre. Il n'est pas en guerre. Il construit sa fortune, il construit son empire technologique et commercial, mais il le construit contre ses concurrents, ça c'est la loi capitaliste normale, au détriment de la loi où en marchant, sa fameuse citation, en marchant sur la ligne jaune, comme le lui avait conseillé de faire le juge Van Ruymbeck, sans la dépasser, mais il n'est pas en guerre. Et la grande différence pour moi avec Elon Musk, c'est ça, Elon Musk est bel et bien en guerre contre une partie de la société qu'il estime décadente. Jean-Louis Bourlange. Oui, moi je voudrais vous signaler un livre. Alors, je n'arrive pas, c'est publié en 2024. Je n'arrive pas à savoir parce que ça m'a été offert par un ami si c'est une réédition ou pas. C'est un livre donc paru chez Gallimard, La part des autres, de Jérôme Garcin, illustre présentateur du Masque et la Plume pendant si longtemps. Avocat, passons. Oui, des mots et des actes, les belles lettres sous l'occupation. Alors, Garcin tente de répondre à la question de Proust dans le Contre Sainte-Beuve. Est-ce qu'un auteur, existe, est indépendant
est-ce qu'une œuvre est indépendante de la vie de l'auteur qui l'a produite? Et il dit, j'ai longtemps pensé ça, je ne le pense plus, et donc il situe un ensemble d'écrivains dans l'histoire atroce de l'occupation, et effectivement, c'est un festival, il y a des gens très bien, évidemment, Jean Prévost, qui est sa grande référence, Jacques Decour également, qui sont vraiment des héros, mais il montre toute une série de personnages qui sont vraiment assez ignobles. Chardonne, qui est d'une lâcheté extraordinaire. Le comte de l'abjection est sans doute atteint par Morand. Le comte de la haine, mais en même temps très compliqué, et de la délation, c'est Brasillac. Tout un ensemble de gens qui sont véritablement mis en cause pour leur vanité, leur égoïsme, leur haine, leur racisme, leur antisémitisme. Et quand on voit tout ça, on se dit, mais est-ce qu'on doit ne plus les lire? Et moi, je crois que non. Je crois que De Gaulle a raison quand il condamne Brasillac en disant il était un intellectuel, donc un chef, donc il doit payer comme chef. Il a fait des choses qui sont inadmissibles et il a entraîné des milliers de pauvres types, dit De Gaulle, sur la mauvaise voie. Donc, on doit le condamner. Et en même temps, je crois que la main droite doit ignorer la main gauche et que quand ils ont du talent, c'est pas le cas de tous. Notamment, les romans de Brasillac sont très mauvais, même si notre avant-guerre est très intéressant. Mais des gens qui ont le talent de Paul Morand, par exemple, qui est un des plus grands écrivains français, il faut continuer de le lire et il faut faire sienne, une fois de plus, la maxime du regretté Blaise Pascal, cela est d'un autre ordre. C'est en effet un livre qui a été écrit et publié en 24 pour la première fois. Béatrice Gibelin, c'est pas une réédition. Mais moi, je vais continuer à essayer d'éclairer les situations compliquées, sans perdre toutefois un peu d'espoir, avec un petit livre qui s'appelle L'Arctique russe, un nouveau front stratégique, écrit par Jean Radvani, qui est un géographe excellent connaisseur de l'URSS et de la Russie, et Marlène Laruelle, qui est une politologue et qui enseigne aux États-Unis et qui est aussi une très bonne spécialiste de la Russie. C'est une petite collection qui s'appelle Les carnets de l'Observatoire franco-russe et qui est consacrée à essayer de donner un éclairage informé, équilibré, et par les temps qui courent, c'est utile, et accessible au plus grand nombre, et sur des sujets liés à la Russie. Et puisqu'on a parlé du Groenland et des perspectives de Trump, je pense que c'est très très bien de revoir ce que représente l'Arctique pour la Russie aujourd'hui, les enjeux que ça représente pour elle sur le plan économique. Bien sûr, c'est à peu près un quart de sa production d'hydrocarbures aujourd'hui, donc c'est absolument essentiel. Sur le plan stratégique, tout autant. Et pour comprendre un peu comment l'histoire du Groenland est peut-être juste un petit peu plus compliquée que ce qu'on vient d'en dire. Nicolas Bavrez. Un appel et une recommandation. L'appel, c'est de ne pas oublier Boualem Sansal. C'est un très bon écrivain, c'est un esprit libre et sa détention est absolument insupportable. Elle illustre la vraie nature du régime algérien et elle montre quand même une complaisance des autorités françaises et des intellectuels français vis-à-vis de cette dictature qui est, je trouve, profondément déplaisante et anormale. Donc, je crois qu'il ne faut surtout pas oublier Boualem Sansal. La recommandation, c'est le soulier de satin de Paul Claudel à la Comédie Française. C'est Claudel qui disait que c'était un merveilleux engin à explorer les profondeurs de l'âme. C'est une traversée de 8h30. Donc, c'est au théâtre ce que le Vendée Globe est à la voile, mais ça vaut vraiment la peine. Je vois que la mise en scène d'Éric Ruff est plébiscitée par celles et ceux qui sont dans la salle et qui l'ont vu. Et ce que il y a toujours le mot de Sacha Guitry, bien sûr. Comme c'était très long, il a dit heureusement qu'il n'y a pas la paire. Je remercie Sophie Jacquin avec qui... Oui, pardon, vendredi, donc, à Salon de Provence, les inscriptions sont ouvertes sur notre site pour tous les gens de la région à l'École de l'air et de l'espace en partenariat avec Sciences Po Aix. Je remercie Sophie Jacquin, avec qui cette émission a été préparée, Benoît Carré, qui va en m'assurer le compte-rendu analytique, le compendium, Nicolas Tourneau, qui veille au site, tandis qu'Olivier Magloire répond aux questions qui concernent le financement et la plateforme, Arnaud Galabé et Fabrice Gros, qui ont assuré l'enregistrement de cette émission, et également l'école alsacienne, bien sûr,
qui est fidèle depuis le début de notre podcast. Je vous donne rendez-vous mercredi pour la diffusion de la conversation, des échanges que nous allons avoir avec le public de l'école alsacienne, et dimanche prochain pour la diffusion de l'émission que nous enregistrerons à l'école de l'air et de l'espace de Salon de Provence. Merci beaucoup.